Madame la Présidente, Monsieur le ministre, chers députés, merci de nous recevoir aujourd'hui dans le cadre de ces consultations particulières. Mon nom est Catherine Larochelle, je suis professeure agrégée d'histoire au département d'histoire de l'Université de Montréal. Je suis également chercheuse régulière du Centre d'histoire des régulations sociales et administratrice de la Fondation Archives et patrimoine religieux du Grand Montréal. Avec ma collègue Camille Robert, nous sommes représentantes de l'organisme Histoire engagée. En plus de mes recherches qui portent sur l'histoire de l'enfance, l'histoire du racisme et l'histoire de la culture catholique, je réfléchis et j'écris depuis plusieurs années sur les manières de rendre l'histoire du Québec porteuse pour le 21e siècle. Bonjour, je m'appelle Camille Robert, je suis doctorante et chargée de cours au département d'histoire de l'UQAM. Je suis aussi membre du Centre d'histoire des régulations sociales et du groupe d'histoire de Montréal. Depuis quelques années, je travaille avec plusieurs médias et organismes dans le cadre d'initiatives de vulgarisation de l'histoire auprès de différents publics. Et mes champs de spécialisation touchent principalement l'histoire du Québec contemporain, l'histoire des femmes, l'histoire du travail et l'histoire des mouvements sociaux. Notre allocution d'aujourd'hui est basée sur une lettre ouverte qu'on a publiée dans la presse en mai dernier avec 34 autres co-signataires, pour la plupart des historiennes et historiens issus des milieux universitaires, de l'histoire publique et communautaire. Dans cette lettre, on soulignait les risques d'un retour au récit national centré sur les grands événements et les héros, qui viserait avant tout à susciter la fierté. On mettait de l'avant l'importance de l'histoire dans la compréhension des sociétés humaines, avec toutes les nuances et la rigueur que ça implique. Dans l'optique où ce musée serait créé coûte que coûte, nous voulons profiter de notre présence devant vous pour partager ce qui est, à notre sens, essentiel pour que ce projet de loi et éventuellement le Musée national de l'histoire du Québec soit une référence importante dans le monde muséal et dans le monde de l'histoire et qu'il remplisse sa mission. Pour ce faire, il est essentiel que le musée adopte une vision de l'histoire qui soit plurielle, multidimensionnelle et ouverte aux interprétations concurrentes. Dans un premier temps, ma collègue va insister sur pourquoi il est essentiel que l'histoire présentée soit une histoire plurielle, puis j'élaborerai sur le comment faire pour présenter une histoire plurielle. Dans les derniers mois, plusieurs interventions sur ce projet ont soulevé des questions par rapport à la conception de la nation qui va être mise de l'avant et à la place qui va être donnée aux différentes communautés qui ont façonné le Québec. Sans répéter ce qui a été dit, on veut réitérer l'importance de mettre de l'avant une compréhension plurielle de la nation québécoise qui ne soit donc pas ethnique et centrée sur un seul groupe de langue et de culture française. Au fil des siècles, l'idée de nation s'est elle-même transformée et c'est donc important de situer aussi cette notion-là dans l'histoire. Ce qui fait de nous des Québécoises et des Québécois aujourd'hui ne s'appuie pas sur les mêmes bases ni les mêmes termes qu'au 19e siècle ou au 20e siècle. Ça serait aussi anachronique de parler de nation québécoise à l'époque de la Nouvelle-France. Les formes de collectivité et de solidarité qui ont construit la société québécoise sont variées. On peut par exemple penser à l'histoire régionale ou locale, qui crée parfois un sentiment d'appartenance encore plus important que l'histoire nationale. À notre avis, cette histoire devrait aussi avoir sa place dans ce musée. La conception dominante de la nation québécoise a longtemps exclu certains groupes qui ont pourtant joué un rôle important dans l'histoire de ce qu'on nomme aujourd'hui le Québec. On pense bien sûr aux nations autochtones, mais aussi aux communautés juives, aux communautés noires ou aux communautés d'origine italienne, chinoise ou irlandaise, pour ne nommer que celles-ci. Les individus qui appartiennent à ces groupes, même s'ils sont établis au Québec depuis plusieurs générations ou plusieurs millénaires dans le cas des Autochtones, ont encore souvent de la difficulté à se retrouver dans l'histoire telle qu'on l'enseigne dans les écoles ou qu'on la présente dans les musées. Dans le contexte d'une exposition, ce serait possible de mettre de l'avant plusieurs fils qui relient ces histoires à travers des thématiques communes comme l'éducation, la culture, la langue ou les migrations. C'est aussi important d'envisager ces histoires dans toute leur complexité, plutôt que dans un rôle accessoire en marge d'une trame principale qui resterait centrée sur les Canadiens français. Certains pans du passé ne peuvent être compris qu'à travers ces liens. Par exemple, on ne peut pas raconter l'histoire des rébellions sans parler des anglophones qui ont pris part. Le développement des chemins de fer doit aussi être compris à travers les ouvriers qui les ont construits ou les porteurs noirs qui travaillaient dans les trains. La grève des Midinettes, ces ouvrières juives et canadiennes françaises, s'inscrit dans l'histoire des résistances à ce qu'on a appelé la Grande Noirceur. On ne pourrait pas présenter le développement d'Hydro-Québec dans les années 70 sans inclure les points de vue des Cris et des Inuits. Ou encore, on peut difficilement comprendre l'émergence du Front de libération du Québec sans tenir compte de l'influence de la pensée et des luttes décoloniales, notamment en Algérie.
Une trame qui serait seulement centrée sur la nation, comprise dans son sens ethnique, ne permettrait pas de raconter notre histoire dans toute sa complexité. Depuis le début des audiences, il a été question des avenues pour intéresser les jeunes. On a toutes deux la chance d'enseigner l'histoire du Québec à des jeunes adultes depuis plusieurs années et d'offrir des conférences à différents publics. Il ne faut pas sous-estimer leur intérêt pour une histoire plurielle, dense et complexe qui permet d'éclairer certaines de leurs préoccupations actuelles. À notre avis, ce n'est pas en reproduisant un récit national calqué sur les manuels scolaires qu'on va réussir à capter leur attention, mais plutôt en leur offrant une histoire en mouvement, vue et comprise à partir du présent. Une fois que nous avons identifié ces défis, quelles sont les solutions possibles afin de mettre de l'avant une histoire plurielle? Donc, nous voulons insister sur l'importance d'établir des liens non seulement avec le réseau muséal québécois, mais aussi et surtout avec les nombreux centres d'archives et sociétés d'histoire qui préservent des pans importants de notre histoire. Avant d'être dans les musées ou les manuels scolaires, l'histoire du Québec se trouve dans les archives, dans les centres de recherche universitaires. Elle se trouve dans les sociétés d'histoire et dans les communautés. C'est là qu'elle est élaborée tous les jours. Mentionnons par exemple tout le travail réalisé dans les dernières années autour de l'histoire du quartier chinois de Montréal, ou encore la richesse des fonds du Centre d'archives régional Séminaire de Nicolette. On peut penser aussi aux expositions ou aux visites organisées par les Archives gays du Québec, aux initiatives pour valoriser les archives de la Maison d'Haïti, à tout le travail fait par le CEPN qu'on vient d'entendre, ou encore au classement d'importants fonds d'archives syndicaux qui sont indispensables pour comprendre l'histoire ouvrière. Le musée devra établir des liens importants avec ces lieux et ces groupes pour s'assurer un ancrage dynamique dans l'espace citoyen et une ouverture à la façon dont l'histoire s'y écrit. À notre avis, cela devrait figurer dans le projet de loi et dans la composition du conseil d'administration. Il sera ainsi très important de ne pas seulement s'appuyer sur les archives détenues par l'État. Plusieurs pans de l'histoire du Québec s'y trouvent déjà, mais d'autres en sont complètement absents. Certains groupes n'y sont pas représentés, alors que d'autres ont décidé de conserver leurs propres archives. On peut penser par exemple aux archives des congrégations religieuses. Leur conservation est un enjeu brûlant depuis le début du 21e siècle. Et rappelons que les congrégations catholiques sont les dépositaires d'archives qui permettent d'écrire une bonne part de l'histoire d'avant 1950. Leurs archives documentent l'histoire de plusieurs des systèmes de la société québécoise dans laquelle nous vivons. Les collaborations avec ces organismes, que ce soit pour l'exposition permanente, pour des projets temporaires ou même pour des projets hors site, pourraient être mutuellement bénéfiques. De tels partenariats fourniraient des ressources financières à ces centres, alors qu'ils sont souvent dans une situation précaire, ça a été amplement mentionné durant ces audiences, et parallèlement, ces partenariats offriraient au musée un ancrage varié et durable avec divers milieux. Il s'agirait aussi d'une piste pour valoriser une histoire plus locale, alors que le projet des espaces bleus a été abandonné. Cela ferait du musée un musée au service de la quête de sens historique de la société québécoise. La plupart des musées mettent habituellement de l'avant leur propre collection. Dans le cas du Musée national de l'histoire du Québec, l'occasion pourrait être saisie de donner une vitrine aux documents et aux objets qui dorment, en quelque sorte, dans de nombreux centres d'archives et sociétés d'histoire auxquels seuls quelques archivistes, chercheurs et chercheuses ont habituellement accès, sans pour autant favoriser leur acquisition à long terme. On insiste donc sur l'importance que le musée adopte une approche plurielle de l'histoire. C'est pourquoi il faut dépasser l'idée d'un récit unique et homogène et mettre de l'avant les multiples identités, expériences et héritages qui ont façonné notre histoire. Seule cette diversité des voix et de perspectives va permettre de créer un musée vivant, porteur de sens pour tous et en mesure de refléter la richesse du passé québécois, tout en étant pertinent pour les générations actuelles et futures. Vous retrouverez nos 3 recommandations dans notre mémoire qu'on va déposer sous peu. On vous remercie pour votre attention. Merci.